de la thématique les mandataires en mines et carrières face au marché minier. Comme vous le savez, il est l'un des grands mandataires en mines congolais qui a géré des grands dossiers, des grands marchés. Il va essayer de l'aborder avec nous. Ensuite, c'est Madame Dorothée Madia, Maître Dorothée Madia, que vous connaissez, avocate de profession, mandataire en mines, qui est présidente du Conseil des sages de ce corps. Elle va plutôt aborder la problématique de l'évolution de l'administration minière ainsi que ses conséquences sur le plan économique. S'en suivra Maître Georges Bokundou. Maître Georges Bokundou, lui, c'est un grand avocat mandataire en mines qui a longtemps évolué dans la société civile du secteur des mines. Il va nous aborder sur la problématique de la maximisation des recettes minières à l'épreuve de la fraude minière. Il va aborder la problématique de l'impact du nouveau code minier, plutôt les contrats bénéficiant des clauses de stabilité à l'épreuve du nouveau code minier. Maître Jean-Pierre Ndoro, qui est un grand avocat aussi, un grand mandataire en mines, va aborder la problématique de l'impact du nouveau code minier dans la maximisation des recettes minières. Nous avons notre tout nouveau bâtonnier du barreau de Lubumbashi, le déplacement, il est arrivé seulement hier pour cette activité. Lui, il va nous aborder autour des mandataires en mines et carrières à l'épreuve de la pratique. Dans la Chambre des mines et carrières, elle assiste de même maître le président de cette chambre, M. Louatoum. Elle va nous aborder la problématique de la sous-traitance dans le nouveau code. Qui sont liées, est-ce que ce fameux code de 2018, ça vaut encore son trésor? Est-ce qu'il faut y revenir? J'ai entendu parler de la fameuse clause de stabilité. Est-ce que, mais écoutez, voilà. Et donc, l'article 25 alinéa 2 de ce code dit ceci, je cite, outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et ou d'assister toute personne intéressée dans l'octroi et l'exercice des droits miniers et des carrières ainsi que dans les contentieux y afférents. Se présente au point de l'administration, selon les cas, soit des voies de recherche, soit des voies d'exploitation selon le cas. Cette interaction, lorsque le requérant de droit minier ne peut pas s'y rendre, ne peut pas compléter le formulaire de demande de droit minier, eh bien, la loi, cette disposition donne cette latitude, cette prérogative au mandataire en mine qui, forcément, il ne peut pas être juriste. C'est un corps qui ne revient pas exclusivement aux juristes. C'est un corps qui est assez libéral, qui fait à ce que ça fait appel à tous les autres. Comme on peut bien le comprendre, un mandataire en mine et carrière est supposé avoir des compétences requises lui permettant de représenter, d'assister ou de conseiller les différents intervenants dans les champs miniers, ce qui suppose donc que ce soit dans la phase de la prospection, de la recherche, de l'exploitation, du traitement de dossiers, parce que lorsqu'on soumet, on fait une demande, il y a la partie instruction cadastrale, il y a la partie instruction technique, jusqu'à ce que la ministre des Mines, qui est l'autorité attitrée dans le secteur pour prendre des actes réglementaires dans le domaine, il y a des choses qui interviennent, il y a des phases qui interviennent avant que l'acte réglementaire, que l'arrêté du ministre, selon les cas, puisse intervenir. Les stockages, parce que dans le cas de la phase de la production, lorsqu'on produit, vous savez, dans notre pays, les produits miniers sont exportés en brut, parce qu'on ne dispose pas d'une chaîne appropriée pour faire la transformation de produits miniers localement. C'est d'ailleurs la chambre de bataille, son excellence le souverain le plus chef de l'État, de pouvoir faire exister dans notre pays ce qu'on appelle la chaîne de production, la chaîne des valeurs, et la zone économique spéciale qui a été visée, c'est celle qui est dans la province de Tanganyika, à Manon. La détention, parce que lorsque vous après avoir produit,
quand vous entreposez, tout ça, ça rentre dans les cadre d'activité minière. Les transports, vous savez, il y a la sous-traitance. Je suis très content parce qu'on va y revenir. Il y aura un intervenant qui va parler, je crois que c'est Maman Bernadette Koudou, qui va... 1919, mais cela réglementait que l'exploitation et la recherche minière dans les Katanga. En 1937, il y a eu un autre décret qui a été pris pour légiférer cette fois-là l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire national. Le décret de 1937 est resté en vigueur jusqu'en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du Congo indépendant. Et cette législation légiférait les questions de mines et des hydrocarbures. Il va s'en suivre l'abrogation de cette ordonnance-là de 1967 en 1981, lorsque le législateur a encore une fois légiféré sur les questions de mines et des hydrocarbures. Mais la loi de 81 ne s'était pas vraiment écartée de la loi de 67, puisque ça reprenait à peu près les mêmes dispositions. Et il a été constaté que cette modification n'avait pas vraiment apporté d'impact positif dans le secteur minier, et les dispositions contenues dans ces lois n'étaient pas incitatives pour le secteur. Ce qui a eu pour conséquence que lorsqu'on étudie les statistiques, dans la période allant de 1937 à 1966, comparativement à celle allant de 1967 à 1996, la période régie par la loi minière, il se dégage de ces données qu'il y a eu 48 sociétés pendant la période de 1967 à 1996 et seulement 7 sociétés minières durant la période allant de avant 1997. Alors, pour pallier à cette insuffisance, il a été question par l'initiative de la Banque mondiale de mettre en place une loi qui devait être incitative et amener les investisseurs étrangers à venir investir dans les secteurs miniers dans le pays. C'est ainsi que la loi de 2002 a été promulguée. Cette loi avait apporté des nouveautés dans les domaines douaniers, fiscal et surtout dans ce qui concerne l'octroi du droit minier qui devait se faire de manière transparente. Et la première règle, c'était la règle de priorité, c'est-à-dire celui qui introduisait sa demande même à 1 minute avant la demande de celui qui vient après. C'est cette demande-là qui devait être d'abord traitée en priorité. Et si le dossier ne remplissait pas les conditions du code minier, là on pouvait passer au traitement de l'autre dossier. Maintenant, dans l'application de ce code de 2002, ce code a été salué par la société civile, dont nous avons un militant ici dans la salle, qui est à ma droite, Maître Joseph Bokoundou. Je pense que je suis content de dire de l'église. Donc vous avez salué cette code et le Fonds monétaire international aussi, vu que cela a apporté beaucoup d'investisseurs étrangers, ce qui a fait que nous sommes passés de 35 entreprises minières à 482 sociétés détentrices de droits miniers et des carrières. Cela relève de statistiques de 2019. Son bon fonctionnement et justement le pays. C'est un législateur, il faut venir appuyer à ce que l'administration minière de notre pays puisse avoir un corps
des personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre le immobilier et la justice. Et donc, ce premier colloque qui est un laboratoire de réflexion, d'abord sur l'avenir du immobilier. Est-ce que depuis que ça a été adopté, promulgué depuis 2018, est-ce qu'il y a encore des discussions qui doivent être explicitées? Quel a été l'impact de cette législation minière sur l'économie du pays dans son ensemble, sur le plan du développement, sur le plan économique? Voilà. Donc, nous avons été conviés moi-même comme président parti de ce corps. Je dis sur le gouvernement. Donc, c'est une réflexion. Et je suis convaincu qu'il y aura de belles recommandations qui nous sortiront, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour le Parlement, qui est appelé à légiférer. Très bien. Merci.